C'est l'heure de l'information et du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce mercredi 15 juillet. La rue israélienne contre Benyamin Netanyahou. Plusieurs milliers de manifestants ont appelé hier soir à sa démission devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. D'autres rassemblements ont eu lieu dans le reste du pays sur fond de retour programmé du confinement. On fait le point avec nos correspondants en Israël dans quelques secondes. Jean Castex devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Au lendemain de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, le Premier ministre tiendra à 15h son discours de politique générale. Il évoque dans le Figaro un rendez-vous avec soi-même, mais il devra surtout préciser les intentions du chef de l'État devant les députés. On fera le point avec Gabriel Attal. Et puis l'invité de ce 14h sera Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah, reviendra avec nous sur les commémorations de la rafle du Veldiv qui se poursuivront demain. Radio J. Malgré la reprise de l'épidémie, ils étaient plusieurs milliers de personnes hier soir dans les rues de Jérusalem en ce 14 juillet. La date n'avait pas été choisie au hasard par les organisateurs, dont le mot d'ordre rappelait quelques airs entonnés il y a un peu plus de 2 siècles. Bibi rentre à la maison, scandaient les manifestants qui appellent à la démission du Premier ministre en raison de son inculpation pour corruption. D'autres rassemblements se sont également tenus dans le reste du pays. À Tel Aviv, plusieurs centaines d'Israéliens se sont réunis pour célébrer le 9e anniversaire du mouvement social de 2011. Boulevard Rothschild, on écoute quelques extraits encore de ces manifestations. Des manifestations qui ont été marquées donc par des affrontements avec la police, des barricades ont été installées dans certaines rues de Jérusalem. 50 personnes ont été arrêtées par la police. Alors cet après-midi, une question occupe le débat israélien. Le pouvoir Netanyahou est-il désormais fragilisé alors que l'épidémie fait un retour assez spectaculaire dans le pays? Élément de réponse à travers les commentaires des médias israéliens du jour. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent ce matin sur la grande manifestation de protestation qui s'est tenue hier soir à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre rue Balfour. Mais il faut bien constater que la couverture médiatique n'est pas la même que l'on consulte le Yediot Aharonot ou le Israël Hayom. Alors que le quotidien gratuit insiste sur les actes de violence et les débordements qui ont illustré cette manifestation, eh bien, le Yediot Aharonot, lui, préfère mettre en exergue la légitimité de la colère des manifestants. Le Yediot Aharonot a toutefois l'honnêteté de reconnaître que les organisateurs de ce rassemblement sont avant tout des mouvements farouchement opposés à la poursuite du mandat de Benyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Mais la différence la plus flagrante, elle concerne l'agression dont a été victime hier soir, donc durant cette manifestation, le journaliste israélien Avishai Ben Chaim, dont les positions paraissent plus proches de la droite que de la gauche, alors que le Israël Hayom mentionne cette agression en évidence et cite la condamnation sans appel d'un tel acte par le président de l'État, Reuven Rivlin, eh bien, le Yediot Aharonot en fait totalement abstraction. Il est à fort à parier que si l'agressé avait été un célèbre commentateur solidement ancré à gauche de l'échiquier politique israélien, le Yediot Aharonot aurait certainement massivement couvert et vivement condamné une telle agression. La photo qui illustre cette manifestation nous montre des torches allumées par les manifestants, ce qui permet au Yediot Aharonot de titrer en manchette une protestation brûlante. Le journal souligne toutefois que des manifestants ont tenté de franchir des barrages qui protègent la résidence du Premier ministre, sans bien sûr y parvenir. Le Israël Hayom titre en manchette « Violence au cœur de Jérusalem, une protestation incontrôlée ». Et le journal cite Meir Indor qui, dans son commentaire, appelle à l'arrêt de la violence. Le virus ne fait pas de distinction entre gauche et droite, écrit-il. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, Oded Shalom écrit qu'il est probable qu'il n'y a jamais eu devant la résidence du Premier ministre de protestation aussi virulente que celle qui s'est exprimée hier soir quant au professeur Manuel Trachtenberg, l'un des économistes israéliens les plus réputés. Il dresse une comparaison entre la protestation sociale de Rothschild en 2011 et celle d'aujourd'hui. Il affirme que celle de 2011 était une protestation de luxe par rapport à celle à laquelle on assiste. Même page d'ouverture et même donnée dans le Maariv de ce matin.
Le Haaretz revient, lui, sur l'un des slogans lancés durant cette manifestation d'hier soir qui s'est tenue un 14 juillet. « La Bastille n'est pas tombée, mais elle a été secouée », écrit le Haaretz. Il faut rappeler que les manifestants avaient publié des panneaux, des annonces comparant justement cette manifestation à une sorte de prise de la Bastille, puisque cette manifestation s'est tenue le 14 juillet. Daniel Haïk depuis Jérusalem. On continue à évoquer cette défiance croissante contre Benyamin Netanyahou en Israël. Selon un sondage de la radio 103 FM, le Likoud ne remporterait que 34 sièges en cas d'élection, soit 2 de moins qu'en mars dernier. Le chef du mouvement Yamina, Naftali Bennett, se présenterait comme l'outsider de cette éventuelle course, avec potentiellement la conquête de 14 sièges. Autre chiffre qui révèle la colère de l'opinion publique, y compris parmi l'électorat du Likoud, 85% des Israéliens se disent aujourd'hui mécontents de la façon dont leur gouvernement gère la crise sanitaire et économique. Les raisons sont connues, mais les solutions aussi. Élément de réponse avec Pascal Sunshine. En Israël, chaque jour qui passe ou presque dépasse le record de nouveaux positifs au Covid enregistré la veille. Et la priorité absolue des pouvoirs publics est de trouver une alternative à un reconfinement total du pays. Les médias se font l'écho des critiques qui, de tous côtés, accusent le gouvernement d'impuissance à freiner la progression de la deuxième vague épidémique alors qu'il y était parvenu à la première. Les explications sont nombreuses, mais non d'intérêt que si elles permettent d'améliorer la situation. L'une d'elles est que lors de la première vague de coronavirus, Benyamin Netanyahou était le chef d'un gouvernement de transition qui avait les coudées franches. Cette configuration lui avait permis de maîtriser toute la chaîne de décision dont il était d'ailleurs le maillon central. 3 mois plus tard, l'écosystème politique avait changé du tout au tout. Pour mémoire, le gouvernement d'union nationale est composé de 2 blocs, les partis religieux autour du Likoud et le parti centriste bleu-blanc allié aux travaillistes. Le Premier ministre en titre, Benyamin Netanyahou, a un Premier ministre suppléant, Benny Gantz, qui est aussi ministre de la Défense. Ces 2 blocs qui forment le gouvernement n'ont pas forcément la même approche sur la meilleure façon de gérer les aspects sanitaires ou économiques de la crise du Covid. Seulement, Benyamin Netanyahou, depuis plus de 11 ans sans discontinuer à la tête de l'exécutif, n'a pas l'habitude de partager le processus de décision. En conséquence, le débat qui aurait dû se dérouler dans le cadre des réunions gouvernementales, ministérielles ou techniques déborde dans les médias et la cacophonie des positions différentes achève de désorienter le public qui plus quelle est la parole légitime. C'est donc le processus de débat et de décision au sein du gouvernement et surtout au sein du cabinet restreint chargé de la crise du coronavirus qu'il faut d'abord revoir. La formule privilégiée par Benny Gantz, c'est de donner la compétence de décision au cabinet restreint, avec le ministère de la Défense comme chargé des opérations et le ministère de la Santé comme consultant technique. Le leader de Bleu-Blanc n'est pas le seul à recommander d'utiliser les capacités opérationnelles de Tsahal et en particulier du commandement de la défense civile, le Pikoud HaOref, d'autant qu'il avait déjà été largement mis à contribution lors de la première vague épidémique. Il faut aussi hiérarchiser et prioriser les informations et définir qui est habilité à les recueillir et à les transmettre. Les sondages publiés ces derniers jours sont sans appel. 85% des Israéliens sont mécontents de la façon dont leur gouvernement gère la crise actuelle. Leur confiance dans les institutions est largement entamée et c'est bien le principal problème. Le public ne comprend pas que leurs ministres et élus puissent s'écharper sur les modalités de réouverture des salles de sport alors que le nombre de malades augmente sans interruption, où les informations sur les risques sont fiables et vérifiées où elles ne le sont pas, mais on ne prend pas des décisions sur des intuitions. L'excès de bureaucratie est aussi un problème récurrent en Israël. C'est l'une des raisons du retard pris dans l'indemnisation des milliers de petits entrepreneurs et de travailleurs indépendants qui attendent depuis des mois. Trop d'étapes, trop d'acteurs, chaîne de décision chaotique. Il faut d'urgence remettre le système à plat pour que les Israéliens reprennent confiance dans toutes leurs institutions et leur capacité à lutter contre l'épidémie et toutes ses répercussions. C'était Pascal Sunshine depuis Jérusalem. 14h11. Radio J, c'est la suite du journal Steve Nadjar. Une gronde sociale en Israël qui est alimentée par les perspectives assez sombres sur le plan sanitaire. Le dernier bilan est de 1574 nouveaux malades en 24 heures, soit près de 23 000 cas actifs.
Le nombre de patients dans un état grave approche désormais la barre des 200. 375 personnes, pour rappel, sont mortes du Covid-19 en Israël depuis le début de la crise. Le ciel s'assombrit donc sur le pays et le ministre de la Santé n'a pas cherché à éluder la situation. À moins d'un miracle, nous dirigeons vers un confinement généralisé, a déclaré ce matin Yuli Edelstein, qui évoque le seuil de 2000 nouveaux cas quotidiens comme élément décisif dans une éventuelle décision de ce genre. Sur le plan politique, néanmoins, des divergences importantes traversaient la coalition ces dernières heures. De vives tensions auraient en effet émaillé les discussions hier entre Benyamin Netanyahou, qui est favorable à la mise en place de nouvelles restrictions, notamment concernant les restaurants et les synagogues, et de l'autre côté Benny Gantz, qui lui considère cela encore trop prématuré. On écoute l'analyse du journaliste israélien Daniel Ben-Simon. Il était au micro ce matin d'Ilana Faradian. Bien sûr, c'est l'angoisse totale. C'est la reprise de cette fermeture dans des temps tellement difficiles. Les Israéliens ne sont pas tellement prêts à reprendre cette fermeture et se posent la question, c'est-à-dire que tout va être fermé. Et est-ce que c'était nécessaire ? On pouvait éviter cette fermeture ? Et la réponse, d'après les recherches des journalistes et des gens des universitaires, c'est que on pouvait épargner cette fermeture. Et je dois dire que la motivation n'est pas très forte au sein des Israéliens après le mois et demi de fermeture totale. Et là, je crois que surtout les problèmes économiques, hier soir, des manifestations qui n'ont jamais été vues en Israël depuis 1995, depuis le temps de Rabin et d'Oslo, et à Jérusalem, à Tel Aviv, partout, il y a un sens presque de révolte, pas de révolution, mais de révolte au sein des Israéliens, et surtout l'écart entre la vie des Israéliens et les conditions de vie des ministres. On n'a jamais eu un gouvernement aussi fort que ça, aussi grand, aussi large, à peu près 52 ministres et vice-ministres, et les budgets des ministres, et la façon de vivre, tout ça pose des questions sur la capacité de ce gouvernement de maintenir une certaine discipline démocratique. Et je crois que ça, on verra dans les prochains jours comment ça va se passer, mais on est en pleine crise de confiance entre les Israéliens et le gouvernement. On continue maintenant avec une bonne nouvelle sur le plan médical. La biotech américaine Moderna a annoncé hier qu'elle entrerait dans une dizaine de jours dans la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19. C'est la première compagnie dans le monde à parvenir à cette étape à laquelle participeront bientôt donc 30 000 personnes. Pour rappel, Israël a signé le mois dernier un accord avec cette société américaine pour qu'elle lui fournisse des doses de vaccin contre le nouveau coronavirus en cas de réussite des tests cliniques. 14h15, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal Magazine. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Et la suite de l'actualité en Israël mais aussi en France avec vous Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On va évoquer avec vous maintenant la question de l'annexion d'une partie de la Judée-Samarie par Israël, un projet qui est pour l'instant en stand-by. Gabriel, le consul général de France, René Trocaz, a participé récemment à une réunion avec le secrétaire du comité exécutif et le négociateur en chef de l'OLP. Le diplomate français en poste depuis la fin septembre dernier a défini les positions de la France dans le conflit israélo-palestinien. Selon le quotidien officiel de l'autorité palestinienne, René Trocaz a demandé d'entamer un processus de paix crédible sur la base du droit international, des organismes internationaux. René Trocaz appelle aussi à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, basé sur les frontières de 1967. Et le consul général de France qui demande la résolution de problèmes concernant le statut permanent. La question des réfugiés sur la base de la résolution 194 de l'ONU figure au premier rang de ces problèmes cités. Il évoque aussi la libération des prisonniers. Cette résolution 194 est similaire à celle que l'autorité palestinienne cite comme garantissant les droits de plus de 5,5 millions de réfugiés pour être accueillis en Israël. La France estime que pour parvenir à la paix, Israël doit accepter la libération des prisonniers palestiniens. Ces prisonniers comprennent des meurtriers de masse responsables de multitudes d'attaques terroristes telles qu'Abdullah Barghouti, Ibrahim Ahmed et Hassan Salamé et des centaines d'autres encore. Et enfin, René Trocaz a présenté le rejet par la France du plan de souveraineté israélien sur des parties de la Judée-Samarie et a demandé de l'annuler.
Et on attend une éventuelle réaction, Gabriel, du Quai d'Orsay à ces déclarations rapportées par la presse palestine. Encore un mot de ce plan d'annexion. Plusieurs députés français de différents bords politiques se sont opposés formellement à cette annexion aujourd'hui. Ils demandent également la création d'un État palestinien. C'est le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, qui a partagé cette information sur son compte Twitter. Le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis apparaît aux côtés de Clémentine Autain, également membre de la France Insoumise, mais également aux côtés d'Hubert Julien Laferrière, député du Rhône et ancien membre de La République En Marche, un groupe à l'Assemblée nationale qu'il a quitté pour rejoindre celui appelé Écologie, Démocratie, Solidarité. Un après-midi décidément très politique en France. Après Emmanuel Macron hier, c'est au tour de Jean Castex de s'exprimer aujourd'hui. Le Premier ministre prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée nationale d'ici une grosse demi-heure à 15h, Gabriel. Cette allocution devant les députés sera suivie d'un débat de 2h30 et d'un vote. Le chef du gouvernement devrait détailler les grands axes de sa politique pour les 2 ans à venir. Il devrait revenir sur la réforme des retraites et notamment évoquer l'annonce d'Emmanuel Macron d'hier de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Une annonce qui a d'ailleurs été quelque peu critiquée par l'opposition. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire dès maintenant, s'interroge l'opposition. Et le président de la République qui s'est fait interpeller hier après-midi par des gilets jaunes alors qu'il se promenait avec son épouse. Emmanuel Macron se promenait au jardin des Tuileries lorsque des gilets jaunes l'ont interpellé au sujet des violences policières. L'un d'eux a demandé au président de virer la brave, la brigade de répression de l'action violente. Mais monsieur le président, je suis plus vieux que vous. D'accord. Et vous croyez que je fous le bordel dans les manifs? Non, mais là, vous croyez que je fous le bordel dans les manifs? Je me balade avec mon épouse, vous m'interpellez. Mais c'est normal. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Vous êtes mon employé, monsieur le président. On est un jour férié, je me balade, je suis respectueux. Et on est respectueux. Moi, je vous ai pas manqué de respect. En tout cas, pas aujourd'hui. Moi, je vous entends. C'est la brave. Donc, déjà. Oui, on a beaucoup de... Et puis Gabriel, également dans l'actualité politique aujourd'hui, ces propos très polémiques de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Oui, le député de la France Insoumise, le président de la France Insoumise a fait encore parler de lui alors qu'il évoquait les violences des manifestants contre les forces de l'ordre ce matin sur BFM TV. Le leader de la France Insoumise a sous-entendu que Jésus avait été tué par les Juifs. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qui l'y a mis, paraît-il, mais ce sont ses propres compatriotes. La journaliste qui l'interrogeait, Apolline de Malherbe, lui avait auparavant demandé si les policiers devaient se comporter comme Jésus sur la croix. Les forces de l'ordre doivent être comme Jésus sur la croix qui ne réplique pas. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Donc vous voyez qu'en matière de méchanceté mutuelle, l'imagination est là depuis quelque temps. Des propos, Gabriel, qui ont suscité de nombreuses réactions depuis ce matin, notamment de la part de l'Union des étudiants juifs de France. La présidente Noémie Madar a déclaré sur son compte Twitter « Il y a quelque chose d'assez inquiétant dans la manière que Jean-Luc Mélenchon a de raconter l'histoire » et l'ancien président de l'UEJF, Sacha Gozlan, a lui indiqué qu'il n'y avait plus d'ambiguïté quant à l'antisémitisme de l'ancien membre du Parti socialiste. Non, il n'entretient aucune ambiguïté avec l'antisémitisme. Les Juifs auraient donc tué Jésus, rien de neuf sous le soleil. Merci Gabriel Attal. Radio J, 14h21, Jacques Fredge, directeur de la mémoire de la Shoah, répond aux questions de Steve Nadjar. Directeur du mémorial de la Shoah. Bonjour Jacques Fredge. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Le mémorial de la Shoah organise cette année plusieurs événements à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv de juillet 1942. Cela a démarré la semaine dernière, Jacques Fredge, avec une lecture de lettres sur Instagram, notamment par le réalisateur Claude Lelouch. Oui, en fait, le mémorial, comme vous le savez, a rouvert ses portes il y a 15 jours et pendant toute la période du confinement, on avait pris l'habitude de faire une grande activité sur les réseaux sociaux et donc nous la continuons et nous l'avons continué en demandant à Claude Lelouch, mais également à Tatiana de René et à Victor Laszlo de faire une lecture de lettres qui ont été écrites du Veldiv. Parce que je vous le rappelle, les 13 000 Juifs ont été arrêtés, durant les 16 et 17 juillet 1942, et un certain nombre d'entre eux ont été internés au Veldiv avant d'être transférés dans les camps de Pithiviers, Bonar-Hollande, et donc il y a des lettres qui ont été écrites depuis le Vélodrome d'hiver, pas beaucoup, mais un certain nombre qui sont conservées au mémorial.
Et donc nous avons demandé à ces personnalités de venir lire ces lettres qui décrivent en quelque sorte l'ambiance terrible qu'il y avait à l'intérieur du Veldiv, qui était, je vous le rappelle, surtout un stade avec des activités sportives où on y a parqué des gens, et des hommes, des femmes et des enfants pendant plusieurs jours avant qu'ils soient transférés dans un autre camp. Jacques Frêche, comment les internautes ont réagi à cet événement de jeudi dernier ? Pardon ? Comment les internautes ont réagi sur Instagram la semaine dernière à cet événement digital de lecture ? Écoutez, je dois dire que les internautes ont vraiment extrêmement bien réagi, comme ils ont réagi avec beaucoup d'intérêt à chaque fois que nous avons commencé à organiser quelque chose. Et je me rappelle que le premier Instagram que nous avons fait, c'était avec Serge Klarsfeld pour l'anniversaire du départ du premier convoi. Donc c'était le 27 mars 2020. Et petit à petit, nous avons commencé à avoir notre communauté de followers nous augmenter au jour le jour. Et finalement, nous avons découvert qu'il y avait un public qui ne connaissait pas le mémorial de la Shoah, qui ne connaissait pas l'histoire de la Shoah, qu'il fallait conquérir également. Justement, sur les Instagram. réseaux sociaux. Et Instagram vous permet de toucher un public réseaux plus sociaux large, sur lesquels il y a... plus jeune aussi. Alors Instagram nous permet de conquérir un public plus jeune. Facebook est un public un peu plus âgé. Tout ça, je ne le savais pas, mais c'est finalement au fur et à mesure des activités que nous avons sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert. Donc Instagram, c'est vraiment un public de 16-20 ans et un public cible qui vient en quelque sorte compléter les activités que nous faisons nous à l'intérieur des écoles ou avec les enseignants. Et ce que nous essayons de faire sur Instagram, ce sont des lectures de documents originaux et en particulier des documents qui sont conservés au mémorial. Sur Facebook ou sur notre site internet, nous avons des activités un peu différentes. Notamment, nous avons mis en place un ciné-club toutes les semaines. Nous avons diffusé un film, bien évidemment en rapport avec l'histoire de la Shoah. Et sachez donc que le 16 juillet, nous avons reçu l'autorisation du producteur de diffuser un sac de billes d'après l'œuvre de Joseph Zofo, qui est la dernière version du sac de billes, avec un certain nombre d'acteurs très connus, voilà, très grand public. Et nous avons environ 2000 personnes qui viennent, en moyenne, qui viennent regarder un film sur notre site internet, qui est formidable, parce qu'on peut rester chez soi et regarder un film ou j'y viens, Jacques Frêche, sur les réseaux sociaux. Justement pour la suite des commémorations de la rafle du Veldiv demain. Donc il y a cette projection du film Un sac de billes à partir de 21h sur le site du mémorial de la Shoah. Et un peu plus tôt dans la journée à 15h, une cérémonie sans public sera diffusée sur votre page Facebook et ainsi évidemment que sur votre site. C'est ça. En fait, on est malheureusement dans une période où on ne peut pas faire de commémoration publique. Et donc, comme toutes les commémorations que le mémorial a organisées depuis le mois d'avril, que ce soit Yom HaShoah, que ce soit celle du ghetto de Varsovie avec le CRIF ou celle de la journée de la déportation, nous faisons ces commémorations sans public. Mais c'est très important de continuer à les marquer. Donc, Serge Klarsfeld continue d'organiser le 16 juillet une manifestation symbolique, mais cette fois-ci elle sera sans public et donc on invite le public à venir la suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et le site internet du mémorial. Et nous serons sur ce vélodrome d'hiver, même si le public ne peut pas assister. Et donc ça sera, je dirais, en quelque sorte une façon de suivre autrement, parce que durant toute cette période, il faut qu'on arrive à se réinventer tout en continuant à transmettre, à enseigner, à mémorer et à ne rien tomber, au contraire. Mais je crois que c'est vraiment... Jacques Frêche, la connexion s'est malheureusement un petit peu dégradée sur la fin, mais
je vous prie de m'en excuser. On a entendu en tout cas l'essentiel. Je rappelle les 2 rendez-vous très importants demain à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. 15h sur Facebook, la cérémonie sans public organisée par les filles et fils de déportés en présence notamment de Serge Klarsfeld. Et puis à 21h, cette projection du film Un sac de billes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques Fred. Je vous rappelle que vous êtes le directeur du mémorial de la Shoah. À bientôt sur Radio J. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash qui vous sera présenté comme toujours par Gabriel Attal. Dans quelques secondes, on va retrouver la chronique Israël Startup Nation en compagnie de notre expert Daniel Roache. Bon après-midi à l'écoute de Radio J. Portez-vous bien.